bonsoir à toutes et à tous. Ce que je vais vous raconter ce soir est arrivé dans le sud de la France, dans un petit village au pied des Pyrénées. Une histoire réelle? Une hallucination? Ou peut-être une chose plus ancienne, plus puissante que ce que la raison peut comprendre? Installez-vous. Écoutez. Et ne détournez pas les yeux si un jour vous croisez une statue au regard trop vivant. Voici la Vénus d'Île. Maintenant, le silence se fait. L'histoire commence. Tout est arrivé dans le sud de la France, au pied du Canigou, dans un petit village nommé Île. Une région ancienne, rude, encore marquée par ses superstitions et ses secrets. J'y étais attendu par monsieur de Peyrehorade, antiquaire passionné, pour visiter quelques ruines et objets anciens. Mais ce que je découvris dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Le soleil venait de se coucher lorsque j'aperçus enfin les maisons d'Île. Mon guide, un Catalan bavard, me parlait déjà de mon hôte et d'un mystérieux mariage imminent. Mais il me parla aussi d'autre chose, avec un ton étrange, presque inquiet. Monsieur de Peyrehorade a trouvé une idole, en bronze, une femme, nue, une Vénus qu'il dit, mais moi je vous dis, elle est mauvaise. Intrigué, je haussai les épaules. Un paysan superstitieux, pensai-je. Pourtant, dès mon arrivée, monsieur de Peyrehorade me parla aussitôt de sa trouvaille avec une excitation fébrile. Vous verrez, monsieur, un chef-d'œuvre, une Vénus romaine. Le bronze est intact, les inscriptions visibles. Après un copieux repas, il insista pour me la montrer dès le lendemain. Mais ce fut son fils, Alphonse, qui m'y conduisit au petit matin, et là, je la vis. Une statue de femme grandeur nature, en bronze sombre, le visage d'une beauté fascinante mais impitoyable. Les traits étaient durs, presque cruels. Les yeux incrustés d'argent semblaient nous suivre du regard. Elle n'avait rien de la douceur d'une déesse de l'amour. Non, c'était une Vénus, redoutable. Son bras droit était tendu, l'index pointant droit devant elle, comme pour accuser, désigner, maudire. Sa main gauche tenait sa draperie. Sur son socle, une inscription, Cavam Antem, prends garde à l'amant. Je frissonnais sans raison. Monsieur de Peyrehorade, lui, en riait. Les paysans en ont peur. Moi, je la trouve délicieuse. Et ce n'est pas tout. Regardez cette autre inscription, ici, sur le bras. Il me fit grimper sur le socle pour lire, gravé dans le bronze, Venerit veuvel, eftiches miro imperio fecit, à Vénus turbulente, Eutyche miro la fête sur son ordre. Mon hôte s'enflammait déjà dans des théories ésotériques sur Boulterner, les Phéniciens, les déesses locales. Je l'écoutais à peine. Toute mon attention était happée par la statue. Elle semblait vivante. Mais ce n'était pas tout. Mon guide de la veille m'avait raconté que, lors de l'exhumation, un ouvrier avait eu la jambe brisée. Elle lui est tombée dessus, monsieur, comme si elle s'était jetée. La légende disait que la Vénus d'Île portait malheur. Ce jour-là, un détail m'échappa, mais pas pour longtemps. Une bague, un anneau de fiançailles. Et ce fut là que le malheur commença. Le lendemain matin, le soleil frappait les murs d'Île avec une clarté presque brutale. Dans le jardin, la statue brillait légèrement sous la rosée. Je la regardais à nouveau, presque fasciné. Une statue, oui. Et pourtant, il y avait dans son regard quelque chose d'insistant, d'oppressant. Mais très vite, l'agitation du mariage effaça mes impressions. Car c'était le grand jour. Alphonse, le fils de Peyrehorade, allait épouser mademoiselle de Pugarrigue. Une jeune femme belle, douce, un peu timide, et surtout très riche, une alliance parfaite, disait-on. Mais le fiancé, lui, n'avait dans les yeux ni tendresse ni admiration, seulement de la fierté, et un certain vide. Alors que je finissais de griffonner quelques croquis de la statue, Alphonse m'approcha. Il semblait nerveux, un peu trop raide dans son habit neuf. « Vous ferez aussi le portrait de ma femme? Elle est jolie, n'est-ce pas ?»
Il détourna les yeux, puis soudain aperçut les joueurs sur le terrain de paume voisin. Une partie venait de commencer. Des Espagnols, des Aragonais, puissants, agiles, redoutables. Et sans prévenir, oubliant l'heure, le mariage, sa toilette, Alphonse jeta sa veste, saisit une raquette et entra dans l'arène. Je fus surpris. Cet homme si vaniteux, si soucieux de son apparence quelques minutes plus tôt, était à présent couvert de sueur, criant, bondissant, frappant la balle avec une rage étrange. Il jouait pour vaincre, pour dominer, pour effacer quelque chose, mais à la première balle, il manqua son coup. Il jeta sa raquette furieux. Cette maudite bague, elle me serre le doigt. Il retira l'anneau qu'il devait offrir à sa future épouse, une bague ancienne, ornée de 2 mains entrelacées, garnie de diamants, et sans réfléchir, il courut vers la statue et il la lui passa. Au doigt. Il glissa l'anneau de fiançailles au dos de la Vénus. Un geste de moquerie, de défi, ou simplement d'inattention. Je ne le compris pas sur le moment. Mais quelque chose se figea dans l'air. Dès lors, le jeu reprit et cette fois, Alphonse domina. Une véritable furie. Les Espagnols furent battus, humiliés. Le chef du groupe, un Aragonais au regard sombre, lui lança alors une menace en catalan. « Me lo pagarás, tu me le paieras ». Le mariage fut célébré peu après, en grande pompe, malgré le deuil récent de la famille de la mariée. À l'église, tout se passa sans incident, et pourtant le fiancé ne portait pas l'anneau, personne ne s'en aperçut, personne, sauf moi. Pendant le repas de noces, Alphonse but beaucoup, trop. Je le trouvais blême, son regard était vide, presque hagard. Au milieu des rires, des chants et des plaisanteries grasses des invités, il s'approcha de moi à voix basse, il me glissa « Il faut que je vous parle, seul, après ». Je hochai la tête, inquiet. 1 heure plus tard, à l'abri du vacarme, il m'entraîna dans l'ombre d'un couloir. Sa voix tremblait. Elle ne veut plus me rendre la bague. La statue. Elle a serré les doigts. Je restais interdit. J'ai essayé, j'ai tiré, poussé, impossible, elle serre. Je vous jure qu'elle serre. Son regard était celui d'un fou ou d'un homme terrifié. Je tentais de le calmer. C'est votre imagination, Alphonse. Vous l'avez trop enfoncée. Elle est coincée, c'est tout. Mais il secoua la tête, blême. Non, ce n'est pas ça. Elle ne veut pas. Elle l'a prise, elle l'a prise. Je voulus sortir vérifier, aller voir, mais il m'arrêta. Non, pas ce soir, pas maintenant, elle m'attend. Puis il disparut dans l'escalier, vers la chambre nuptiale, vers sa femme, vers sa nuit de noces. Et je restais là, figé, avec un frisson dans le dos que je n'arrivais pas à expliquer. La nuit était tombée sur île. Le jardin, d'ordinaire paisible, semblait figé dans une attente muette. Pas un souffle d'air, pas un bruit. Dans la maison, tout s'était calmé. Les rires du banquet s'étaient éteints. Les invités dormaient ou chuchotaient encore quelques phrases étouffées derrière les portes closes. Et dans la chambre nuptiale, Alphonse était monté seul. Je n'ai pas dormi. Impossible. Quelque chose pesait dans l'air. Un pressentiment, une oppression que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis, au petit matin, un cri, un hurlement, féminin, déchirant. La jeune mariée. Je me précipitai hors de ma chambre. Dans le couloir, d'autres portes claquèrent. On accourut, on frappa, on força la porte, et là, je n'oublierai jamais ce que je vis. Alphonse, étendu sur le lit, le torse écrasé, comme broyé sous une masse invisible, les bras repliés sur lui-même, crispés, les yeux figés dans une expression de terreur absolue. La mariée, blême, sanglotait en répétant des phrases incohérentes. « Elle était là, dans le lit, froide, froide comme le fer, elle l'a serrée, j'ai entendu ses os craquer !» On tenta de la calmer, de la faire asseoir, mais elle hurlait sans pouvoir s'arrêter. Je regardais Alphonse. Il n'y avait pas de sang, pas de traces de lutte, pas de blessure apparente, mais son corps était brisé. Comme s'il avait été enlacé, étouffé, broyé par une force inhumaine. Le médecin ne sut que dire. Un malaise, une crise convulsive, mais ses côtes, ses bras, on aurait dit un étau. Et soudain, je pensais à la bague. Je descendis dans le jardin, le cœur battant. La statue était là, immobile, comme toujours. Mais son doigt était nu.
L'anneau avait disparu. Les jours suivants furent marqués par le silence et la gêne. Personne ne parlait de ce que nous pensions tous. On enterra Alphonse rapidement. Sa jeune veuve, inconsolable, retourna vivre chez ses parents. Quant à monsieur de Pérorade, il perdit tout goût à la vie. Il ne parlait plus. Il errait dans la maison comme une ombre. Puis un soir, au dîner, il me regarda longuement et me dit « C'est cette chose, cette statue. Elle l'a tué. » Je voulus répondre, nier, rationaliser, mais je n'en eus pas la force, car moi aussi, j'y croyais. Quelques semaines plus tard, j'appris par une lettre que la statue avait été fondue. Fondue. Par décision du maire, elle fut livrée à un fondeur local et transformée en cloche. Oui, une cloche. Et depuis, disait-on, cette cloche sonnait parfois sans que personne ne la touche, toujours à minuit, toujours au moment où Alphonse était mort. Les vignes alentour gelaient, les oliviers mouraient sans raison, et certains affirmaient avoir vu, dans les reflets de bronze poli de la cloche, le visage d'une femme au sourire cruel. Les vignes alentour gelaient. Les oliviers mouraient sans raison. Et certains affirmaient avoir vu, dans les reflets de bronze poli de la cloche, le visage d'une femme au sourire cruel. Je n'ai jamais revu Île, mais cette histoire ne m'a jamais quitté. Parfois, dans les musées, face à une statue trop belle, trop parfaite, je détourne les yeux. Et je repense à elle, à la Vénus d'Île, à son regard, à sa main tendue, à son avertissement. Cave amantem. Prends garde à l'amant. Si cette histoire vous a troublé, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, des récits oubliés, revisités et réanimés par la voix, l'image et le son. Car parfois, les histoires anciennes ont encore des choses à nous dire.